Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Comme chaque semaine, on se retrouve pour parler de nos découvertes ornithologiques des 7 derniers jours. Et aujourd'hui, on parle d'un oiseau. Il existe pas? Mystère! Qui sait? Comment ça va Sophie? Mais écoute, ça va très bien, tout va bien, j'ai envie de dire. Un peu de pluie au jardin, donc ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celle-là. Tu as un jardin maintenant? Et ouais, avec des tas d'oiseaux, à faire plaisir. Incroyable! Oui. J'enverrai des photos sur Twitter, voilà. Ah, j'espère qu'on aura le droit aussi à quelques streams du jardin. Ah oui, oui, mais complètement. Alors Sophie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, je vous parle d'un petit oiseau rouge et noir. Attends, laisse-moi deviner. Est-ce qu'on parlerait pas de l'iwi rouge? Dis donc, juste en disant petit oiseau rouge et noir, super pouvoir de déduction là quand même. Merci beaucoup, je me suis beaucoup entraîné. Alors pour la petite histoire, il faut savoir qu'on réenregistre cet épisode. Donc on connaît déjà nos sujets respectifs. C'est exceptionnel, c'est parce qu'on a eu des soucis d'enregistrement. Donc du coup, ne vous étonnez pas si on connaît déjà l'un et l'autre nos sujets et la manière dont on va rebondir dessus. Et donc moi je vais parler bien d'un oiseau qui n'existe pas. Mais ça ce sera dans la deuxième partie de l'émission, puisqu'on va d'abord parler de l'iwi rouge qui lui... de mémoire, était quand même bien mal embarqué dans l'archipel d'Hawaï. Ah oui, mais non, mais là t'es en train de tout spoiler, c'est terrible. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je mettrai une zone spoiler si tu veux. Une petite annonce. Mais tu as raison, effectivement, il est pas bien embarqué. Mais avant de voir un petit peu les problèmes qui pèsent sur cet oiseau, peut-être qu'on pourrait découvrir ce que c'est que cet oiseau déjà, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas l'iwi rouge. Alors. Je sais pas si je le prononce bien d'ailleurs, parce que c'est un oiseau hawaïen, et moi, je sais pas très bien parler les langues de là-bas, donc je vais dire iwi, mais en fait, ça s'écrit I''I''I. Donc oui, il y a 3 I, mais c'est comme ça que ça s'écrit. Et donc l'iwi rouge, c'est donc un petit oiseau avec un corps rouge et des ailes et une queue noire, et avec un petit bec recourbé qui est dans les rouges rosés plus ou moins. Et ce petit oiseau donc vit sur l'archipel d'Hawaï, et principalement dans les hauteurs de l'archipel d'Hawaï, donc plus genre les petites zones montagneuses qu'il y a là-bas. Alors, cet oiseau, c'est un symbole un peu de l'archipel d'Hawaï, donc il est assez bien connu, mais cet oiseau, il a malgré tout pas mal de problèmes liés à une petite bestiole que vous connaissez certainement parce qu'elle nous embête tous pendant l'été, qui s'appelle le moustique. Alors... Les enfants. Ah non, mince, pardon. Ça marche aussi. Alors, le moustique, malheureusement, les moustiques, ils ne piquent pas que nous, ils piquent aussi d'autres bestioles, et en l'occurrence, ils vont piquer ces oiseaux-là, et ils vont transmettre à l'iwi rouge une maladie que vous connaissez certainement dans sa version humaine, et qui dans sa version existe aussi dans sa version avienne, qui s'appelle la malaria. Et alors la malaria, vous allez me dire, oui mais on n'en meurt pas forcément toujours de la malaria. Non, effectivement, sauf que l'iwi rouge, lui, est particulièrement susceptible à ce pathogène, et dès qu'il se fait piquer par un moustique et que ce moustique lui transmet la malaria, et ben il a 90% de chances d'y passer. Et c'est un problème, comme je l'avais raconté la dernière fois, pour les moineaux domestiques, donc une espèce beaucoup plus proche de chez nous, mais il faut savoir que les moineaux domestiques dans la ville de Londres ont vu leurs effectifs drastiquement chuter à cause de cette malaria des oiseaux, et on estime que c'est environ 90% des effectifs de cet oiseau qui ont disparu dans la ville de Londres, donc c'est pour vous rendre compte, même sur des espèces très communes, de la dangerosité de la malaria des oiseaux. C'est ça. Et le problème, c'est que cette malaria, avec le réchauffement climatique et avec tout ce qui se passe autour de ces changements de température, a tendance à se répandre beaucoup plus, parce que du coup, les moustiques sont beaucoup plus présents, que ce soit en été ou en hiver, dans pas mal de zones maintenant. On en retrouve qui peuvent transmettre donc ce pathogène à différents oiseaux.
En l'occurrence, l'iwi rouge donc est particulièrement susceptible à ce problème-là, et encore récemment, il était tout à fait capable de se protéger contre ce pathogène, tout simplement en se réfugiant dans les montagnes de l'archipel d'Hawaï, parce que dans ces cas-là, c'est des endroits qui sont plus froids, et dans lesquels le moustique n'ira pas, ou pas autant que dans les plaines. Donc en fait, c'est une sorte de barrière climatique, en quelque sorte, qui permet à l'iwi rouge de se protéger un petit peu. Mais le problème, c'est que dernièrement, avec le réchauffement climatique, cette barrière climatique, elle commence à s'effacer petit à petit, et même les populations d'oiseaux qui maintenant se trouvent dans les montagnes, sont aussi touchées par la malaria aviaire, et ça devient un très très gros problème pour cet oiseau-là. On a aussi un autre souci, parce qu'évidemment, il n'y a pas que la malaria. Ah non, ce serait trop simple. Oui, si avec ça, ma foi. On a aussi un autre souci, c'est que l'iwi rouge, donc il a un petit bec recourbé et assez fin, je vous ai dit, parce que c'est un oiseau qui va boire du nectar. Et alors, cet oiseau, il va se nourrir principalement sur un arbre qu'on appelle le ohiha. Et alors c'est pareil, je sais pas si je le prononce très bien, mais enfin bref, ça s'écrit O-H-I''A. Et cette plante, qui est un arbre de la forêt, donc de là-bas, malheureusement, d'une se fait couper à cause de la déforestation. Donc déjà, c'est un problème. Se fait aussi manger par d'autres espèces. Il y a des espèces invasives notamment qui viennent manger un petit peu les jeunes pousses de cet arbre, ce qui fait que la forêt ne se régénère pas autant qu'elle le devrait. Il y a notamment des cochons qui sont une espèce invasive sur l'île. Bref, ça n'aide pas. Et notamment dans les années, les 10 dernières années, ces arbres aussi, petit à petit, sont morts naturellement à cause d'une maladie qu'on appelle la cératocystis, et donc qui malheureusement a causé, c'est une sorte de champignon qui va causer la mort de ces arbres-là, et qui se répand malheureusement très rapidement parmi la population de ces arbres-là. Et comme cet arbre, c'est quand même l'un des arbres les plus importants pour l'archipel d'Hawaï, parce que c'est un arbre qui est central dans cet écosystème-là, parce qu'il est la base de beaucoup d'espèces qui vont donc s'articuler autour de cet arbre-là. Si vous le retirez de l'écosystème, c'est une bonne partie de l'écosystème qui s'effondre comme un château de cartes, et notamment l'iwi rouge partira avec. Donc vous voyez que ce pauvre oiseau, il a pas mal de problèmes dernièrement. Hélas. Et comme on est sur des îles, forcément, les facteurs sont démultipliés, étant donné qu'on n'a pas la possibilité d'avoir ces environnements autre part que dans ces endroits-là. Exactement. Et du coup, sur cet archipel, la conséquence directe, c'est que l'iwi rouge a déjà disparu, au moins d'une île de l'archipel d'Hawaï, où il avait précédemment une aire de répartition. Et petit à petit, la population d'iwi rouge diminue de plus en plus, ce qui fait qu'on suppose que d'ici 2050, l'iwi rouge aura totalement disparu, du moins c'est ce que les modèles prédisent. Mais du coup, est-ce qu'on a quand même un motif d'espoir pour cet oiseau ? Alors oui. Parce que ça semble bien mal embarqué là quand même. Là. Hélas. Le pauvre. J'ai peur qu'effectivement ça soit mal parti. Donc, il y a possiblement un espoir. Cet espoir, on est parti sur de la modification génétique de ces oiseaux-là. Et alors, c'est une publication qui est quand même pas tout à fait récente, c'est une publication qui a déjà quelques années, mais qui proposait de modifier le génome de ces oiseaux-là pour essayer en fait d'arriver à les protéger contre la malaria, un peu comme on a la drépanocytose pour les humains, où on a un changement en quelque sorte à cause en l'occurrence d'une maladie, mais un changement dans nos cellules sanguines pour résister à cette malaria. On pensait proposer la même chose à ces oiseaux-là et finalement éditer leur génome pour arriver à les rendre plus résistants à la malaria d'une manière ou d'une autre. Alors c'est quelque chose qui est possible parce que de nos jours on a des techniques qui nous permettent d'éditer le génome, même si c'est assez compliqué encore, on fait pas ça tous les 15 du mois non plus, mais c'est tout à fait possible, et c'est quelque chose qui a été considéré donc dans cette publication qui date de janvier 2020. Et
bon, ça, c'est pas encore fait, mais le problème c'est que la vitesse à laquelle l'oiseau disparaît et la vitesse à laquelle disparaissent toutes les choses autour de l'oiseau qui pourraient l'aider à supporter, à continuer à survivre, bah, on n'a pas beaucoup de choix en fait pour la suite. Donc voilà, c'est une solution en quelque sorte. L'autre solution, c'est évidemment de gérer les moustiques sur l'île, mais une fois que la malaria est dans la population, c'est un peu compliqué de l'éradiquer. Donc même si vous gérez les moustiques sur l'île, bah, vu que la malaria est déjà dans la population d'oiseaux, il suffit qu'un moustique qui n'est pourtant pas porteur de la malaria pique un des oiseaux, et puis après pique un autre oiseau, et pour transmettre la malaria à son tour, donc c'est quand même un petit peu compliqué. Ouais. Cela dit, pour gérer les moustiques, il y a aussi la possibilité de relâcher dans la nature, je sais pas si vous le savez, mais il y a eu des choses comme ça qui ont été faites, où on a relâché des moustiques mâles qui étaient infertiles, sachant que les femelles ne se reproduisent qu'une fois après avoir bu le sang d'un pauvre être infortuné. Et bah du coup, elles pondaient des œufs qui n'étaient pas forcément fertiles derrière ou qui avaient des soucis de développement, etc. Donc ça, c'est des moustiques qui ont été, pareil, édités génétiquement en laboratoire, qui ont été faits de telle sorte que ces moustiques-là, s'étant reproduits avec ces femelles-là, la femelle ensuite ne se reproduira pas avec un autre moustique qui lui aurait pu être fertile, et du coup ça permet de limiter la reproduction du moustique dans la nature. Donc il y a aussi ces techniques-là, mais c'est pareil, c'est pas non plus efficace à 100%. Donc voilà. Et puis ça n'a pas été forcément très bien testé, je pense, ce genre de technique. Ah non, si, ça fait déjà pas mal d'années que ça a été testé. Notamment, c'était en Amérique du Sud qu'ils avaient fait ces tests-là, il me semble. Ok. Si. Ça, c'est connu. C'est fait encore, d'ailleurs, il y a encore des endroits qui le font tous les ans, qui relâchent des moustiques comme ça, qui sont infertiles, alors des mâles, parce qu'il faut savoir que chez les moustiques, les mâles ne piquent pas, il n'y a que les femelles qui piquent, parce que c'est le sang qui leur sert après à faire leurs œufs. Voilà. Donc c'est une technique, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années, je crois, qu'elle est faite, cette technique-là. Donc avant d'éliminer un moustique cet été, demandez-vous si c'est bien un mâle ou une femelle. Alors un petit truc pour savoir si c'est un moustique mâle ou un moustique femelle. Les moustiques mâles ont des antennes qui sont un peu duveteuses. Ça leur permet de capter les phéromones. Oh. Ok. Ils sont généralement un peu plus petits aussi. Chez tous les moustiques ? Les espèces qu'on a en France en tous les cas. Okay. Après, les espèces que nous avons chez nous. Voilà. Eh bien, ne parlons pas d'un oiseau désormais qui est chez nous, mais d'un oiseau américain. Enfin, un oiseau américain. Encore faudrait-il qu'il existe, cet oiseau américain. Et vous allez me dire, mais comment ça Comment on peut faire une partie d'émission sur un oiseau qui n'existe pas? Est-ce qu'on doit rebondir sur ce fameux hoax qui s'est répandu dans toute l'Amérique c'était une bonne question, ça. avec les oiseaux qui n'existent pas? Oui. Alors, tout part d'une publication du 22 juin 2020 de Matthew Halley. Et Matthew Halley a décidé de nous parler du pigargue de Washington, ou du Eagle of Washington. Je l'appellerai pigargue pour la simple et bonne raison que le pigargue de Washington est très très souvent comparé au pigargue à tête blanche, donc le symbole des États-Unis, bien évidemment. Vous le connaissez quasiment tous et quasiment toutes. Donc voilà, on parlera du pigargue de Washington, un pigargue de Washington qui a été décrit dans les années 1820 par un certain Jean-Jacques Audubon ou John James Audubon. Et c'est une histoire particulièrement rocambolesque, puisque nous n'avons aujourd'hui aucune preuve de l'existence de cet oiseau, et j'ai même envie de dire, on a surtout des preuves du fait que cet oiseau ait été complètement inventé par Jean-Jacques Audubon. Ce qui est quand même incroyable. Alors, comment ça marche tout ça ? En fait, tout démarre en juillet 1826. Audubon arrive en Angleterre et son objectif, c'est de trouver un éditeur pour un projet d'ouvrage qui deviendra
The Birds of America. C'est un ouvrage très très connu dans l'ornithologie internationale. Et pour ce faire, eh bien, il a tout son portfolio avec toutes ces descriptions d'oiseaux. Voilà, en l'espace de quelques temps, il arrive à se faire un petit nom. On arrive à publier, on arrive à exposer certaines de ses œuvres. Et une fois que ces œuvres ont été exposées, eh bien, un certain William Home Lizars va lui proposer de graver les 10 premières planches de son œuvre qui deviendra Birds of America. Et l'une de ces premières planches, si ce n'est la première, eh bien, c'est un aigle qui est posé fièrement sur un rocher. Et c'est encore plus incroyable, tant cette espèce est totalement nouvelle. Elle n'est pas connue par les ornithologues. Audubon l'a décrit comme une nouvelle espèce qu'Alexander Wilson, qui est le père de l'ornithologie américaine, hein, pour faire simple, n'a tout simplement pas décrite. Notre cher ami Alexander Wilson est décédé en 1814, alors que l'observation dite de Jean-Jacques Audubon a été faite aux alentours des années 1820. Donc, eh bien formidable, le pigargue de Washington, qui est nommé bien évidemment en référence au premier président des États-Unis, George Washington. Retenez ça, c'est très important pour tout le narratif de notre histoire. Eh bien, a été extrêmement apprécié au Royaume-Uni. C'est le porte-étendard des discussions que les gens ont sur John James Audubon. Alors du coup, le travail de Jean-Jacques Audubon commence à se faire connaître. On apprécie bien évidemment tout ce narratif qui est réalisé autour de ce magnifique oiseau. Mais il s'avère quand même qu'il y a quelques petits soucis dans sa petite publication, puisqu'il dit avoir déjà vu l'oiseau en 1820, 1821, puis il dit avoir décrit l'oiseau au Kentucky ou dans l'Ohio. Enfin, les différences sont quand même existantes entre les différentes prises de parole qu'il a, sachant que Jean-Jacques Audubon avait un carnet dans lequel il notait ses observations. Donc il est aujourd'hui facile de retrouver les différentes découvertes qu'Audubon a fait tout autour de sa vie. Alors, pour l'instant, tout va bien. Jean-Jacques Audubon est cru, est intéressé et porté en admiration par la société naturaliste, et notamment celle de Philadelphie. Philadelphie est un haut lieu naturaliste aux alentours de 1820-1830. C'est là que se font les publications, c'est là que se font les études, c'est là que se réunissent les plus grands noms. Et un de ces noms, c'est William Swainson, qui est un ornithologue anglais, qui va décrire justement l'ouvrage de Washington, et qui est convaincu de l'authenticité de l'oiseau. Convaincu de l'authenticité de l'oiseau, comme beaucoup de gens de la ville de Philadelphie. Mais il y a un souci, parce que aux alentours des années 1820-1830, lorsqu'on a une nouvelle espèce, on a une gravure, mais surtout on a un spécimen. Or, pour l'instant, spécimen, on n'en a pas vu. Ah zut. Alors, ah zut, ça c'est un peu dommage. Ah mince alors. Alors, il est décrit du coup que le spécimen avait été, comme je l'ai dit, observé aux alentours de 1820 par Jean-Jacques Audubon. Et il s'avère qu'aux alentours de 1830, eh bien, il va y avoir une espèce de rencontre on va dire fortuite entre deux ornithologues, entre donc Jean-Jacques Audubon et un autre personnage extrêmement important, puisque cette personne, qui n'est pas vraiment considéré comme quelqu'un de très apprécié dans la communauté scientifique, c'est Richard Harlan. Et les deux vont se rencontrer du coup dans la ville de Philadelphie. Ils vont visiter le McAren's Garden et ils vont découvrir un aigle captif que Harlan va prendre pour l'oiseau de Washington. Donc Audubon
décrit l'oiseau et lui dit non Arlan, tu te trompes, ça c'est un pigargue à tête blanche, et ils font un petit pari que Jean-Jacques Audubon remporte, puisque l'oiseau est effectivement un pigargue à tête blanche. Cependant, il visite également un atelier de taxidermie qui appartient à Joseph Brano, où on a un autre spécimen empaillé de ce qui est considéré comme le pigargue à tête blanche. Un pigargue à tête blanche immature dans un plumage brun. Donc pas forcément une observation commune lorsqu'on est ornithologue. Et cette fois-ci, Audubon dit ça c'est un pigargue de Washington. Ça c'est un pigargue de Washington. Vous avez devant vous le spécimen que vous cherchiez. D'accord, et donc là, bien évidemment, Philadelphie est contente. Oh là là, on a l'oiseau de Washington, incroyable, etc. etc. Donc, évidemment, l'histoire se répand. Certaines personnes qui doutaient de la validité de l'espèce, comme par exemple Bonaparte ou Swainson, qui par ailleurs a retourné sa veste. Il avait décrit l'ouvrage d'Audubon comme fantastique, et derrière il s'est dit oui, bon, quand même, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations sur les oiseaux qui nous sont décrits, bon, c'est un peu un red flag, quoi. Donc, du coup, il y a certaines personnes qui se sont retournées un petit peu. Mais le fait qu'il y ait ce spécimen qui est apparu selon Jean-Jacques Audubon, qui est visible dans la ville de Philadelphie, c'est quelque chose qui va évidemment aller en son sens. Et puis il y a un truc qui va se passer. Quelque chose qui va se passer à l'insu d'Audubon, c'est que le pigargue de Brano, comme il est surnommé dans la publication, ce pigargue il va être acheté. Et il va être acheté par qui, mesdames et messieurs ? Oui, il va être acheté non pas par Audubon lui-même, mais par Arlan. Arlan qui dit bon voilà, j'ai récupéré l'exemplaire du pigargue, etc. Enfin, je possède désormais ce spécimen assez extraordinaire. Donc Audubon tire un peu parti de cette situation en disant oui voilà, moi j'avais dit qu'il existait, maintenant il y a un autre zoologiste qui dit qu'il l'a en sa possession, il refait une réponse notamment à Bonaparte, c'est une histoire rocambolesque, vous en conviendrez. Et donc voilà, Audubon à nouveau, il est extrêmement sûr de lui. Bonaparte répond, donc pas Napoléon Bonaparte, bien évidemment, c'est un autre Bonaparte, c'est le naturaliste, qui répond qu'il est très heureux d'examiner l'aigle de Washington, mais Bonaparte n'avait pas énormément de bons souvenirs de la ville de Philadelphie, donc il avait décidé de se retirer un petit peu de la cité, et donc Audubon le sait que Bonaparte ne va pas pouvoir vérifier ses dires en réalité, puisque Bonaparte n'est pas vraiment très très bien considéré en ces lieux. Et puis il va y avoir d'autres personnes qui vont s'intéresser à cette histoire, dont notamment Thomas Nuttall, que vous connaissez peut-être pour l'engoulevent de Nuttall. On aura peut-être l'occasion de parler un jour, torpeur, hibernation, notre cœur balance, tout ça. Et lui, pareil, c'est un très très grand défenseur de notre cher ami Jean-Jacques Audubon. Donc c'est bien beau qu'il y ait toutes ces affirmations qui soient fantastiques, mais il y en a quand même deux qui se disent non mais Jean-Jacques Audubon il nous emmène bien en bateau quand même. Et ces deux ornithologues ce sont George Ord et Titian Peale qui vont directement à la société, alors je crois que c'est la société d'histoire naturelle de Philadelphie si je dis pas de bêtises, pour aller examiner ce spécimen. Pourquoi tout simplement attendre des gens quand on peut faire ça soi-même? Et eux vont se rendre compte effectivement que Jean-Jacques Audubon, il a un peu mitonné dans tous les sens. Alors, les deux veulent évidemment défaire la réputation d'Audubon, mais le véritable souci, c'est qu'Audubon est tellement connu qu'ils prennent d'énormes risques si leur théorie s'avère finalement faussée et que le pigargue de Washington existe réellement. Donc, ils vont finalement s'agenouiller un petit peu
Mais ils vont quand même sortir une étude assez simple, très simple même pour comparer savoir si on a affaire à un pigargue de Washington, donc à une nouvelle espèce, ou à un pigargue à tête blanche. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre les tailles et les envergures des deux oiseaux. Ils vont les comparer, puisque Jean-Jacques Audubon a exagéré l'envergure du pigargue de Washington. Et ils vont trouver qu'en comparant les tailles des oiseaux, donc pas les envergures, mais uniquement la taille de la pointe du bec jusqu'au bout de la queue, qu'on se retrouve finalement avec des longueurs qui sont assez proches de ce que l'on peut avoir chez certains rapaces existants. Et si on a des longueurs de bout de bec jusqu'à bout de queue qui sont à peu près équivalentes, on ne peut pas avoir des envergures qui sont gigantesques. On ne peut pas avoir des envergures qui sont aussi grandes que celles que Jean-Jacques Audubon décrivait lui-même dans son ouvrage. Oui. Et donc par cette simple vérification, ils ont déterminé que Jean-Jacques Audubon racontait des bêtises. Mais ce n'est pas tout, parce que, comme je vous l'ai dit, ils se sont un petit peu assis dans un coin à exprimer juste leur mécontentement sur Jean-Jacques Audubon. Mais cette information du pigargue de Washington, elle va être reprise. Elle va être reprise par énormément de personnes. Il y a Stanley, par exemple, qui va faire une gravure en 1835 d'un pigargue de Washington qui s'appelle le Great Sea Eagle en anglais, qui va faire donc cette représentation d'un oiseau nichant dans une caverne. Alors qu'on ne connaît rien de l'écologie de l'oiseau, hein. On ne sait pas du tout où il niche ou autre. Jean-Jacques Audubon dit qu'il a vu ce rapace niché dans une anfractuosité rocheuse, mais on n'en sait rien. Ce qui serait d'ailleurs un peu incohérent si c'était un pigargue, parce que les pigargues ne nichent pas dans des cavités rocheuses, mais davantage dans des grands arbres. Oui. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont faites par d'autres personnes qui croient tout simplement à la véracité de cet oiseau, dont je rappelle, nous n'avons toujours pas de preuves. Hein. Notre spécimen, pour l'instant, c'est un pigargue à tête blanche. Hein. C'est pas du tout le pigargue de Washington. Et Jean-Jacques Audubon va un peu emporter ce secret dans sa tombe. Aujourd'hui, le pigargue de Washington est l'une des œuvres les plus connues de Jean-Jacques Audubon. Mais Jean-Jacques Audubon, il n'était pas juste menteur, il était plagieur, mesdames et messieurs, puisque si on compare certaines des planches qui ont été réalisées par Alexander Wilson, donc le père de l'ornithologie, et Jean-Jacques Audubon, on remarque quand même qu'il y a certaines grosses différences, il y a certains gros points communs, à ce point de se dire, ouais, quand même, il y a des fois, on peut se poser la question. Il y a une photo, alors je ne sais plus de quelle espèce d'oiseau, c'est le Mississippi Kite, le Milan du Mississippi, mais je crois qu'il s'appelle pas comme ça. En français, il s'appelle pas comme ça. Et en fait, vous avez la reproduction de Wilson et la reproduction d'Audubon. Et en fait, il a fait symétrie horizontale sur Photoshop et c'est tout. C'est vraiment ça. On vous invite vraiment à aller voir certaines de ces gravures qui sont quand même très 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 proches de certains auteurs. Donc voilà, Jean-Jacques Audubon, The Birds of America, grand ouvrage, très célèbre, très connu, mais quand même énormément d'interrogations sur la véracité de pas mal de points. Même si on suppose que Audubon, il a fait ça pour vendre son œuvre, qu'elle était incertaine. D'ailleurs, il changera à un moment donné de graveur, parce que le premier graveur va avoir des soucis. Donc pour réduire les coûts, il va également changer de graveur. Mais voilà, on suppose que c'est surtout pour des raisons financières que Jean-Jacques Audubon a peut-être inventé toute cette histoire. Et finalement, ça lui a fait une très très belle publicité, puisque le pigargue de Washington, encore aujourd'hui, alors sans forcément que ce soit un oiseau qui soit réputé, comme le peut être le pic à bec ivoire par exemple, dont on a parlé il y a quelques épisodes de cela, ça reste quand même une gravure qui est très 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 connue, et la grande majorité des ornithologues, même américains, ne savent pas que cette gravure décrit un oiseau qui n'a jamais été vu. C'est génial comme histoire quand même, c'est vraiment... C'est incroyable, hein.
Donc voilà, je vous fournirai bien évidemment l'article en description. Il est beaucoup plus complexe que ça. Il y a plein de petites anecdotes que je n'ai pas racontées. Mais c'était très intéressant de se plonger dans cette histoire, sachant que la fin de l'abstract, je suis obligé de le mentionner de cet article, est une phrase de Jean-Jacques Audubon lui-même, le temps découvrira la vérité. Eh ben c'est tout vu. Eh ben c'est tout vu, exactement. C'est une histoire, mais t'as l'impression que c'est une histoire de polar, ton truc, c'est incroyable. C'est extraordinaire, hein. C'est absolument extraordinaire oui. de voir ces histoires-là. Apparemment, ce serait pas le seul à avoir fait ça, hein. Il y a d'autres personnes qui auraient aussi plagié, qui auraient fait des choses, qui auraient inventé des espèces. Mais j'avais lu il y a quelques années justement un article peut-être de la Audubon Society qui parlait justement du fait que Jean-Jacques Audubon inventait des espèces pour piéger certains naturalistes, mais j'arrivais jamais à remettre la main dessus. J'ai jamais réussi à retrouver cet article. Et lorsque je suis tombé sur cette étude il y a quelques semaines de cela, puisque comme on l'a dit, on a réenregistré l'épisode, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que je trouve l'histoire absolument fantastique. Non mais c'est génial, franchement, ce serait dommage de s'en priver, hein, quand même. Faut en faire un film, Mais carrément. Ah, trop bien. Et bah c'est sur cette histoire rocambolesque, à moins que tu aies une question, Sophie. Ben non, du coup, c'était très bien expliqué, merci. Merci beaucoup. Sur cette histoire rocambolesque que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi, Florian. D'avoir réenregistré cet épisode. Ah ben, c'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de parler piou-piou, quel qu'il soit, de toute façon. On te retrouve sur Entracte Science avec Julien. On te retrouve également sur Twitch, @leplumeux, sur Twitch. Et bientôt dans ton jardin. Oui. Venez voir les piou-piou. On va s'amuser. Exactement. Et d'ici là, vous retrouvez les précédents épisodes bien évidemment sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, PodCloud, sur YouTube bien évidemment. Merci tous et toutes d'être de plus en plus nombreuses et fidèles à écouter le courrier de la Sterne, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À plus.